Bienvenue dans ce second épisode de Voyage en soi, un podcast dans lequel vous découvrirez l'histoire de Thibaut, parti pour un long voyage, à l'autre bout du monde, en Amérique du Sud, pour finalement se redécouvrir lui-même. Un voyage rythmé de découvertes et de dépassement de soi. Un voyage à la rencontre de l'autre, mais aussi d'introspection et de recherche d'équilibre. Et s'il part seul, ses proches ne sont jamais bien loin. Dans cet épisode, nous retrouvons Thibaut, accompagné de sa mère, pour aller rencontrer une multitude de mammifères marins dans la péninsule Valnès et à la découverte de somptueux sentiers de randonnée en Patagonie. Puis, nous le suivrons remonter le continent en stop pour retrouver son meilleur ami. Après, justement, ce moment un peu plus reposant en Uruguay, un peu plus calme, là, pareil, envie de reconnecter un peu avec un monde un peu plus urbain, avec un peu plus d'agitation, de connexion, d'interaction avec les gens. Donc, on traverse de l'Uruguay à Buenos Aires, donc en Argentine. On prend le bateau. On rencontre deux frères qui voyagent aussi, que j'avais rencontrés le premier jour en arrivant à Fortaleza, là on se retrouve en Uruguay, on prend le bateau avec eux et on arrive à Buenos Aires et on se reverra 2-3 fois à Buenos Aires. Ghislain d'ailleurs, que j'ai revu la semaine dernière à Paris, on s'est rendu compte qu'on bossait dans le même milieu et voilà, on s'est retrouvés pour faire un rendez-vous pro à Paris alors qu'on a passé du temps au Brésil et en Uruguay et en Argentine. J'ai vu dans des états pas possibles, dormir à 6h du matin sur notre canapé. J'ai un avis négatif sur Airbnb à cause de lui, donc je le remercie. Mais voilà, on en a rediscuté là de notre rendez-vous pro de la semaine dernière. Très drôle de revoir des gens aussi dans d'autres milieux et dans d'autres contextes. Donc Buenos Aires, tout de suite l'Argentine, je sais pas, je me sens bien. Je retrouve cet équilibre. Les gens sont portés vers l'autre, sont très chaleureux, très conviviaux. Et le côté un peu plus européen par rapport au Brésil, un peu plus organisé, un peu plus de culture. C'est une ville où je pense que je pourrais vivre, je me sens bien, les ondes sont super cool, on rencontre pas mal d'Argentins qui sont aussi super intéressés de nous faire découvrir leur ville, leur culture. Du coup, je m'imprègne très vite et je sens que l'Argentine, ça va être un beau pays et j'ai envie d'en voir plus. Quelques jours après, j'ai ma maman qui arrive. On avait programmé ce voyage depuis quelques mois, au moment où je savais que j'allais partir en Amérique du Sud. Je m'apprête à prendre l'avion pour Buenos Aires pour retrouver Thibaut, donc, qui est parti depuis 2 mois. C'est un peu tôt depuis son départ, j'aurais préféré attendre quelques mois de plus pour vraiment voir comment il avait évolué, comment il avait changé, et puis faire une coupure dans 1 an et dans une année sabbatique. D'un autre côté, le mois de mars et avril, c'est des mois un peu importants pour nous puisque ce sont nos anniversaires et qu'en 2024, nous changions de dizaine. Avant le départ, on s'était dit que ça pouvait être l'occasion de se retrouver, de passer 1 mois et demi ensemble. Ça nous était jamais arrivé. Et c'est vrai que on a passé des moments vraiment incroyables et on a partagé des belles aventures. On descend sur la péninsule Valdes, qui est une réserve incroyable pour tout ce qui est faune, flore. On en prend plein les yeux. Pareil, j'attendais pas grand-chose de cet endroit. On voit tellement d'espèces, surtout des espèces marines. On a même la chance d'apercevoir des orques, ce qui est très rare. La première journée, je lui dis il faut qu'on aille voir ces orques, c'est la période. On avait regardé un peu sur internet. Ça commençait tout juste la période de reproduction des orques au large des côtes, sur la péninsule Valdes. Du coup, le soir, vers 17h, je dis il y a un endroit, il faut qu'on y aille. Apparemment, il y a des orques qui ont été aperçus il y a 1 semaine. On fait 1 heure de voiture, on arrive là-bas, on attend une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Là, il y a un couple d'Anglais qui arrive au même moment. Ils voulaient les voir, c'était aussi le rêve d'une vie pour elle. Et on attend, et à un moment, ma mère dit on va rentrer, de toute façon, ils apparaîtront jamais, on les verra pas. Et on attend un petit peu au cas où. On voit une première nageoire arriver, une deuxième, et se rapprocher des côtes. Les orques, c'est des animaux très intelligents. Donc en fonction des générations, en fait, ils évoluent, ils gardent les choses en mémoire. Et du coup, ils ont appris cette technique de pêche qui existe que sur la péninsule Valdes. C'est une technique d'échouage où l'orque va faire semblant de s'échouer sur la plage et va croquer les otaries qui attendent le long du rivage. Déjà, on espérait voir des orques, on a pu voir des orques. On espérait voir ça, on l'a pas vu malheureusement parce que la marée était trop basse.
Et du coup, au final, on voit 7 orques se rapprocher du rivage. Et c'était un moment magique, incroyable, surtout après avoir attendu comme ça, il y a cette libération. Et autre grand moment de la péninsule Valdés, c'est quand on décide de plonger avec les otaries, donc les lions de mer. On fait une excursion où on part le matin à 5h30, 6h, vraiment le lever du soleil, donc magnifique, une mer d'huile, le soleil jaune, rouge, orangé qui se lève, nous on part sur le bateau, pas un bruit, juste le clapotis des vagues. On est tous les deux, il fait très froid, l'eau doit être à 15 degrés, donc ma mère a pris la combinaison plus. Donc déjà je commence à la faire sortir sa zone de confort, mais ça c'est juste le début de l'aventure. Et là, on plonge, ils nous disent c'est pas sûr qu'ils viennent vous voir, tout est naturel, on donne pas à manger, voilà. On respecte aussi la barrière de la distance avec la côte, donc il y a une distance à pas dépasser et c'est eux qui vont décider. Et après, c'est des animaux très joueurs, c'est un peu comme des chiens. Ils adorent jouer, ils adorent les interactions, donc si c'est eux qui décident, ils viendront vous voir et vous pourrez avoir cette interaction-là. Donc on se met à l'eau. Dans un décor paradisiaque, on les voit au fond sur la côte et quelques minutes après, on a les premiers lions de mer qui arrivent, qui viennent passer en dessous, au-dessus, jouer avec nous. Enfin, être avec sa maman dans l'eau, au milieu de l'Argentine, dans un décor de rêve et jouer avec les otaries, ça c'est aussi quelque chose que je retiendrai et que je garde là en mémoire. 6h34 ce matin, le ciel s'enflamme, tel un tableau peint, devant nos âmes. 7h ce matin, l'encre est lancée, masque et tuba à la main, plus le temps de tergiverser. 7h11 ce matin, et nous plongeons dans le grand bain. Qu'est-ce que c'est bon. 7h12 ce matin, quand tout à coup, un animal marin vient nous faire coucou. 7h38 ce matin, quasi tous réunis, presque main dans la main, avec la colonie d'otaries. 9h02 ce matin, des étoiles plein les yeux, nous sommes déjà loin, nous sommes si chanceux. Et après, on est vraiment descendu là, Ushuaia, qui est la capitale de la Patagonie, si on peut appeler ça comme ça. On est l'extrême sud du continent sud-américain. Ushuaia, où on voit les pingouins, on fait les excursions classiques, on va dans le parc Terra del Fuego, on fait des randos, canoë, kayak, sur les lacs, dans des décors de rêve, où les montagnes vraiment plongent dans la mer. C'est vraiment la fin de la cordillère des Andes et l'extrême sud de ce continent sud-américain. Là. Donc c'est très montagneux, ouais, c'est très naturel. Et là, c'est le début vraiment de notre expérience en Patagonie, où après, on commence les premiers randos, les premiers treks, et c'était vraiment un voyage autour de la rando et du trek, parce qu'on aime tous les deux marcher, on aime tous les deux la montagne. On était passé par une agence de voyage qui nous a fait un peu un voyage sur mesure en nous disant faut aller à tel endroit, faut que vous fassiez tel rando, et puis après, on était un peu libre sur place de choisir de le faire ou de pas le faire. Ma première grosse rando, c'est le Trek W au Chili, qui est vraiment juste de l'autre côté de la frontière avec l'Argentine, dans les Andes, cordillère des Andes. Et là, Trek W, un des treks les plus majestueux d'Amérique du Sud. Très dur, ça je disais tout à l'heure, j'ai sorti un moment un peu de la zone de confort, mais ça s'est fait progressivement. Mais par exemple, pour le 19 mars 2024, donc le jour de ses 60 ans, on se fait une rando de 25 km avec plus de 1000 mètres de D+. Enfin, un truc bien costaud, pas forcément une belle météo, mais le décor parlait de lui-même. Enfin, dans ces moments-là, c'est même plus un effort, c'est qu'on est bien dans la montagne, le décor est sublime, les montagnes sont belles, il y a des glaciers au fond, on voit la mer, il y a des lacs d'altitude avec des couleurs, des bleus juste incroyables, avec quelques rayons de lumière, enfin ça ressort, c'est un tableau, enfin c'était super, on en a profité. Et le soir, c'est repas un peu de sportif dans le refuge, plante une cacahuète pour lui faire la bougie sur le petit burger d'anniversaire et voilà, on marque le coup comme ça, on se boit un petit coup tous les deux et on fête ses 60 ans en toute simplicité, mais la journée était juste incroyable. Et après on va se coucher dans la tente, à moins 5 degrés ou proche du zéro, donc ouais, c'est un anniversaire, je pense qu'elle s'en souviendra et je pense qu'elle est contente. Enfin, elle me l'a dit, elle était hyper contente de le vivre comme ça et ça change un peu de tout ce qu'on peut vivre habituellement et nous c'est quelque chose qu'on retiendra tous les deux et qui est très fort. Donc on a réservé une tente pour 3 nuits et là on va marcher pendant 3 jours, donc aller-retour et dormir sous la tente. Ça a été là pareil, une bonne proximité avec Thibaut. Et des moments incroyables, des moments un peu où il a fallu se pousser, en tous les cas pour ma part, parce que dormir sous la tente à 0 degré, se lever le matin, douche plus ou moins chaude, sans chauffage à l'intérieur non plus. Donc c'est vrai que ça a été des premiers moments assez forts tous les deux à partager. Ce qui était dur, c'était pas tant de faire une fois
25 bornes, 1500 D+, c'était d'enchaîner. Des nuits pas très reposantes en altitude, dans le froid, en tente. Et on traversait soit des forêts, soit il y avait des lagunes incroyables. Enfin voilà, les décors étaient très changeants. On a eu de la chance avec la météo aussi, parce que la Patagonie, c'est pas toujours tip top. La dernière grosse rando sur le Trek W, c'était le Torres del Paine. C'est les grandes torres, c'est 4 grandes tours qui dominent une lagune. Et on finit là-dessus, c'est vraiment l'apogée du Trek W. Pas tant de monde que ça finalement pour une zone qui est quand même assez touristique. On s'éclate, ma mère elle est en super forme. Elle finit même par courir avec moi puisque on fait le petit retour en mode trail en courant, en redescendant. Elle me suit et on s'éclate et on se boit une grande pinte à la fin pour marquer le coup. Le voyage en Patagonie, les randos, tout était lancé et on s'est régalés tous les deux de pouvoir partager ça, mère-fils. Toujours cette question d'équilibre, quelques petits jours un peu de transition, un peu plus reposant entre Torres del Paine et El Chalten, qui est une petite ville au pied des montagnes qui permet d'accéder à énormément de randonnées, qui est un peu la mecque pour les randonneurs en Argentine, en Patagonie. On arrive à El Chalten, dans ce petit village qui est vraiment tout tourné autour de la montagne. On nous avait donné un peu une liste de recommandations de randonnées à faire à la journée. On commence à enchaîner, le corps est affûté. Nous, on s'éclate toujours autant en rando, toujours avec un bon rythme. On re-rencontre aussi des personnes que j'avais rencontrées en Argentine, au Brésil, voilà, des backpackers. Ma mère aussi, elle peut voir un peu ce côté-là de mon voyage aussi, ça la rassure. Elle comprend aussi comment je voyage dans les auberges, qui je rencontre. Tout est très naturel, tout est fluide et elle... Après aussi, ça lui permettra, quand je raconterai des choses en Bolivie, au Pérou, de faire référence à ça et de comprendre vraiment mon voyage et dans quel état d'esprit je suis, avec quels gens je suis. Donc ça me fait aussi plaisir. On passe quelques soirées avec des amis que j'avais rencontrés avant. Pour moi, c'était juste trop sympathique parce que j'avais l'impression déjà d'avoir leur âge à tous. C'était comme des copains et on prenait nos bières le soir ensemble en rentrant de nos treks. On marchait, c'était vraiment voilà, des bons moments aussi que j'ai partagés et des moments de vie de Thibaut. Et ça, c'était très chouette aussi de pouvoir partager tout ça. Quand je leur raconte ce qu'on a fait en termes de rando à mes potes, qui eux... sont là en disant ouais, nous on commence à galérer, on commence à avoir des courbatures, ça on l'a pas fait parce que c'était trop dur. Et là je suis aussi fier de ma mère en lui disant voilà, elle y arrive, elle est là et elle me suit. C'est trop cool quoi de pouvoir partager ça et certains de mes potes que j'ai rencontrés là-bas qui en revenaient pas quoi. Je la sors de la zone de confort, mais elle est contente. Et on finit même à El Chalten par une rando assez incroyable. Moi, c'était quelque chose que je voulais vraiment faire. C'était rando de nuit, lever du soleil sur le mont Fitzroy, qui est un mont emblématique de la Patagonie, qui est, pour la petite anecdote, le logo de Patagonia. 5 grandes tours de mémoire et une grande au milieu avec les petites sur les côtés. Des lagunes juste en contrebas avec des grandes falaises. Enfin, c'est assez majestueux. Et en fait, le soleil se lève de l'autre côté et du coup, tu as les premiers rayons qui se reflètent sur ces parois-là avec les lagunes. Il fait extrêmement froid, donc quand t'attends, il faut bien calculer le moment où tu pars. Donc on est parti, je crois, à 3 h du matin. On était un peu contraints en timing et donc il fallait pas traîner sur cette fameuse montée. Donc on est parti avec nos lampes frontales dans la forêt, puis dans les cailloux. On a fini sur des très gros dénivelés. À ce moment-là, moi j'ai dit à Thibaut, continue, vas-y, parce que moi je vais monter tranquillement et je veux pas te faire rater le lever du soleil, donc il est parti devant. La dernière heure est costaud. On arrive là-haut vers 5 h du matin, je crois, où il faut attendre quasiment 1 heure le lever du soleil parce qu'on allait un peu trop vite. Du coup, on attend dans le froid, on essaye de se mettre à l'abri, mais c'est très venteux. C'est un gros couloir de vent. Et on finit par l'instant magique. Enfin, là, on regrette pas d'avoir attendu, c'est que tu as les premiers rayons déjà qui te réchauffent, en plus qui se reflètent dans les parois. Le site est exceptionnel, il n'y a plus rien à dire, juste à profiter de l'instant. C'est bien de le vivre seul et c'est aussi bien de le partager. Et là, de le partager avec sa mère, c'est... Je pensais pas un jour vivre ce genre de moment et sur ces sommets-là, sur ces randos. Hyper heureux de le vivre avec elle et elle, je sens aussi que quand on en parle tous les deux, quand elle me regarde, elle est contente de le vivre avec moi et de partager cette aventure et partager un bout de mon voyage avec elle, c'était beau, c'était très beau. On finit la grosse partie des randos de Patagonie avec le Fitzroy. Et après, ça se calme un petit peu au niveau sportif. On loue une voiture, on va découvrir. On se repose aussi parce qu'on est un peu fatigué d'avoir enchaîné pendant 2 semaines assez intenses. On n'est plus sur des auberges, on est plus sur des hôtels où ma mère aussi, c'est son voyage et elle a envie de profiter, de se reposer. C'était à Bariloche en Argentine, je m'occupe de réserver un logement. Je lui dis,
T'inquiète pas, c'est réservé, j'ai trouvé une petite cabane au milieu des bois, très confortable, tout va bien. Sur le nord de l'Argentine, donc Thibaut voulait encore toujours plus d'expérience et de lieux authentiques, donc il nous a trouvé une petite cabane en bois, sommaire et plus que sommaire, avec deux planches pour faire les toilettes sèches dans la douche, on va dire. Et puis vraiment un lieu, quand je suis arrivée là-dedans, moi j'ai quand même dit, on va dormir, parce que de toute façon on n'a pas le choix, donc on a dormi 2 nuits, puisqu'on avait réservé 2 nuits et que c'était la fête du chocolat justement à Bariloche, donc on pouvait pas faire autrement. On se pèle le cul pendant 3 jours dans cette cabane. On part et là elle me dit bon bah à partir de maintenant tu t'occupes plus du logement, là sur la dernière semaine c'est moi qui m'en occupe. Et là on est passé sur un autre standing et voilà. Après on finit côté chilien, on traverse la frontière, bus de nuit aussi, ça je lui en ai fait faire quelques-uns des bus de nuit à la Madre. Et on finit par au Chili, Puerto Montt, une ville horrible, une ville très industrielle, pourtant dans un beau décor avec une grande baie, des montagnes, des volcans derrière. Mais une ville où on se sent pas bien, très gris. Les gens ne renvoient pas une belle image, donc pas très enjoué par le Chili au démarrage en tout cas. Il fait très gris aussi, la météo aide pas, il pleut. On loue une voiture, on fait un petit tour de l'île de Chiloé, un petit peu plus mignon on va dire, mais pas convaincu non plus. On s'égare un petit peu en voiture, on vadrouille, on crève au beau milieu d'un chemin, voilà ça fait partie aussi de l'aventure. Les esprits s'échauffent un peu à certains moments et là on sent que c'est la 4e semaine de voyage, mère-fils, où là, voilà, il y a des moments où bon, on fait des concessions, au bout d'un moment on sent que c'est aussi la fin de ces 4 semaines-là et voilà, va falloir passer à autre chose aussi. Enfin, si c'est à refaire, je le refais 100 fois. Des moments très forts qu'on a partagés, que je souhaite à tout le monde de partager avec ses enfants, parce que quand on est seulement deux, il n'y a pas la fratrie, il y a d'autres rapports et d'autres communications qui se créent. Je laisse ma mère à l'aéroport à Puerto Montt. Et là, je sais pas, je sens quelque chose aussi en moi qui m'appelle à l'aventure parce que tout était un petit peu programmé avec ma mère, ce qui est normal. Aussi d'être non-stop à deux, ça m'a fait beaucoup de bien. Je sens le besoin de me retrouver seul, d'aller me plonger dans une aventure un peu différente, d'aller au contact des locaux aussi qu'on n'a pas trop vu finalement parce que quand t'es à deux, bah, tu vas moins vers l'autre, t'es moins à l'écoute et du coup j'ai ce besoin-là aussi d'aller vers les autres, d'aller découvrir leur culture. Donc je pose vraiment littéralement ma mère à l'aéroport, je sors de l'aéroport, je me mets sur le bord de la route et je tends le pouce quoi. Vivre au gré des saisons, avec seul moyen de locomotion, le pouce toujours en action, vivre de nouvelles émotions, naviguer comme un poisson qui cherche son nouvel horizon, suivant les courants et les marées, tournant sans savoir où aller, avec sa bonne étoile pour se guider, dans les grandes eaux et ses reflets, parmi ceux qui vous font autant d'effets, tout d'un coup se découvre illuminé. Et là je me dis allez ça y est feu, on part vivre une autre expérience, le stop, aller voir les locaux et puis je remonterai là où je remonterai. De mémoire, la prochaine étape que j'ai, c'est mon meilleur pote qui arrive dans un mois au nord du Chili. Donc ça me laisse aussi le temps, moi, de mon côté, de profiter pleinement et de pas trop avoir de programme. Au bout de 5 minutes, quelqu'un qui me prend sur la route, un Chilien, il me demande ce que je fais là, il me dit que ça peut être potentiellement dangereux. Mais tout de suite, je me sens bien, je découvre, il est avec son fils derrière, on en rigole. Je lui explique où c'est la France, où est-ce que j'habite. Et t'as tout de suite ce contact assez facile et cet échange qui fait du bien et que je recherchais. Donc il me dépose à Puerto Varas, je fais des randos un peu plus seul. Bah pareil, pour démarrer les randos, il faut que je parte de la ville, donc je fais du stop, on me dépose au pied des volcans, je marche. Donc je rencontre un couple de Chiliens qui sont là pour les vacances, avec qui je fais une rando aussi et qui me ramènent à mon hostel le soir. J'ai beaucoup plus de moments tout seul qui me font du bien. Je me remets à courir aussi pas mal. Reconnexion au sport aussi en voyage qui est importante pour moi. Pas toujours simple d'ailleurs de garder un rythme de sport quand t'es en voyage. C'est plus facile de retrouver les amis de l'hostel le soir pour aller boire des bières que pour aller trouver quelqu'un pour aller courir. Après avoir enchaîné 2-3 semaines de stop avec des inconnus, c'est pas la grande saison touristique je pense, donc je me retrouve souvent seul dans les hostels le soir. Voilà, on manque un peu de monde et d'interaction. Et là, j'arrive à Pucón, qui est une grosse ville un peu plus touristique. Je rencontre beaucoup d'étrangers, des Français, des Anglais. Un couple de Belges avec qui je sympathise beaucoup à Pucón et que je reverrai après à Huaraz au Pérou. Et j'inviterai même pour passer quelques jours avec nous pour la El Día de los Muertos à Oaxaca.
avec tous mes amis français sur la fin de mon voyage. Chloé et Arnaud, avec qui on s'entend bien, on se fait une rando, on se fait une grosse soirée. Ça fait du bien aussi de retrouver un peu l'émulation de groupe, des Européens aussi, où tu partages des choses un peu plus différentes. Après avoir vécu beaucoup de moments avec les locaux, c'est aussi bien de se retrouver en hostel et d'avoir cette ambiance un peu plus touristique, un peu plus festive, ça me fait du bien. Pucón, c'est un peu l'équivalent de Bariloche en Argentine, c'est juste de l'autre côté de la cordillère des Andes, du coup côté chilien, région des grands lacs, des grandes forêts avec des grands conifères magnifiques. En plus c'est l'automne là-bas, donc les couleurs un peu orangées, enfin automnales, juste sublime avec des forêts qui se partent de jaune, d'orange. Marcher dans la forêt, ça me parle, ça fait du bien. Avec des grosses ascensions, des grosses randos aussi, donc un peu le côté sportif. Je sens que l'Argentine me rappelle. J'ai vraiment matché avec ce pays, cette ambiance, cette connexion, les gens très ouverts, la culture du partage, le maté, l'asado. Le maté, donc c'est la boisson emblématique locale qui ressemble à un thé en un peu plus fort et vraiment il y a un maté et le maté il se partage dans le groupe et on fait tourner ça. Donc ça pour moi c'est juste un exemple type de la culture argentine. L'asado c'est pareil, tous les dimanches on fait un grand barbecue, on accueille la famille, les amis et on passe du temps autour de la table à partager des bons moments très conviviaux. Donc ça me parle. Et à Ushuaia en fait avant j'ai rencontré une vieille connaissance d'école d'ingénieur qui me dit que lui il a décidé depuis 6 mois de s'installer dans un petit village argentin qui s'appelle Aluminé. Et il me dit si jamais ta route te fait passer à côté ou par cet endroit, ça sera un plaisir de t'accueillir. Il me dit qu'il est encore accueilli lui par sa famille d'accueil. Et il me dit par contre cette famille elle est juste incroyable et il y a des chambres, ils adorent accueillir les gens, en contrepartie il faut rendre des services. Ils se feront de joie de t'accueillir, donc je le garde dans un coin de ma tête, donc ça c'était à Ushuaia quand j'étais avec ma mère. Il s'avère que ma route en stop me fait passer pas très loin d'Aluminé. Du coup, je lui envoie un message, on échange rapidement. Il me dit bah oui, je suis là, viens, passe, ce sera avec joie que je t'accueille. Je passe la frontière chilienne-argentine. Une nouvelle fois, là, j'ai dû passer 4-5 fois cette frontière-là. Et j'arrive à Aluminé. Et là, ouais, tout de suite, culture argentine, l'accueil. Je suis hébergé par Jorge et Viviana. Je remercie vraiment du fond du cœur. En plus, c'était mes débuts d'espagnol où il me fallait vraiment franchir une étape. Et du coup, le fait d'être immergé à fond, 100% du temps, d'être avec mon pote la journée, le soir, on était à table. Et ben voilà, il n'y avait pas d'autre choix que progresser en espagnol et très rapidement. Donc ça m'a mis aussi dans le bain. Ça fait du bien avec l'accent argentin qui est très particulier, avec les chauds. Enfin, ils ont une manière particulière de parler en Amérique du Sud. Et moi, j'apprends l'espagnol comme ça. Donc après, ça me restera encore quelques mois et les gens, ils me regarderont un peu bizarrement avec mon maté et mon accent argentin. Ah, y me olvidé. Sí, he salido ya con las amigas, bueno, las amigas de siempre, creo que no les llegaste a conocer, pero con ellos he venido de fiesta, igual, así que estoy por aquí, de fiesta hoy día, pero tranquila, ya con ganas de tomar vacaciones y verte. Jorge Viviana, lui, il est paysan, il a des champs, il a des vaches, il fait du fromage, pareil, ça me parle, il fait des dulce de leche, c'est de la confiture de lait. On l'aide dans son usine, on l'aide un peu sur les champs et puis on aide un peu à la maison à préparer les repas. Enfin voilà, et puis le reste du temps, on va se balader. J'ai la chance vraiment d'être accueilli dans ce petit village et de vivre à l'Argentine, de découvrir ses potes qui m'accueillent, on va à l'escalade. Enfin, je retrouve une petite vie comme j'aurais pu l'avoir dans un petit village en France ou dans une petite ville. Des gens que je revois tous les 2-3 jours, à la fin on connaît les prénoms, on va se boire le maté en fin de journée sur les belvédères au-dessus du village, on se fait des belles randos. Toujours les couleurs exceptionnelles de l'automne. Je suis arrivé au bon moment. Au bout d'une semaine, une grosse semaine, je repars de là-bas. Les batteries bien rechargées. Aussi, j'ai eu ce côté un peu famille, émotion que j'avais pas du tout dans mon voyage. J'ai fêté mes 30 ans dans le bar local avec les amis d'Hugo et avec aussi des amis de la famille qui m'hébergeaient. Le père fêtait je crois que c'était ses 60 ans. Le même jour, moi je fêtais mes 30, donc du coup je me suis intégré. Ils m'ont dit mais y a pas de souci, tu viens. Ils m'ont même fait souffler les bougies. J'ai vraiment eu ce sentiment de faire partie de la famille. Un temps certes éphémère, mais j'étais là avec eux, j'ai été accueilli et je me sentais bien. Et pour aussi des fois ce côté qui manque en voyage, ce sentiment de famille, ce sentiment d'être proche, d'être accueilli, là je l'ai vraiment retrouvé et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc je repars avec les batteries chargées à bloc et je repars en stop et le long de la route 40 en Argentine. Je vois le temps qui défile, j'ai mon pote qui arrive début mai à Santiago. Moi avant je voulais faire les boucles de Salta, c'est au nord de l'Argentine. C'est des paysages un peu lunaires, très montagneux, très rouge, on commence à s'approcher de 1500, 3000, 3500 mètres d'altitude. C'est sec, aride. Là, on se rapproche vraiment du cœur de l'Argentine, du cœur de la Bolivie, où avec les habits un peu plus traditionnels, on sent que la culture est beaucoup plus forte.
On partage une voiture avec 4 Françaises pour partager les frais et puis pour partager l'aventure à plusieurs. On se fait 3 jours dans la boucle sud, où on traverse des petits villages avec des décors super sympas. C'est aussi au nord de Mendoza, donc la région du vin en Argentine. Donc là, on fait des dégustations de vin, on boit du super bon vin, on traverse les vignes. Et après, on enchaîne avec 3 jours sur la boucle nord, qui, elle, est un peu plus haute en termes d'altitude, avec quelques belles randos aussi. On assiste aussi à des fêtes de village, à des messes extérieures. On est vraiment en décalage avec nous, ce qu'on peut connaître. Nos messes très austères ou nos fêtes de village. Là-bas, c'est très coloré, c'est très dansant, il y a toujours la musique. Très content de vivre ces petits moments de vie de village où on arrive à l'improviste, on n'a rien programmé, on voit et hop, on reste, on passe du temps, on demande aux locaux pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Ils sont contents de nous expliquer, en fait, là, c'est la fête du village, ça arrive une fois par an, tout le monde se retrouve, on met les habits traditionnels. On a nos danses, ah vous voulez que je vous montre la danse traditionnelle, et puis ça part de rien au final d'un petit échange. Et cet échange-là, pour moi en tout cas, c'est énorme, ça me permet de comprendre et de partager ce moment avec eux. Et c'est pour ça en fait que je fais ce voyage aussi, ce contact avec les locaux, et moi c'est quelque chose, je m'en suis rendu compte assez rapidement dans mon voyage, mais qu'il me fallait quoi, que j'avais besoin, et d'être vers l'autre, et de donner un peu de moi, et puis de recevoir de l'autre aussi, c'est ces échanges-là qui me font du bien et qui me permettent d'avancer dans mon voyage. On finit par des salines, donc c'est un petit désert de sel, super beau aussi avec des grandes étendues, les montagnes derrière, le bleu de la lagune au milieu du sel, enfin c'est des paysages un peu de carte postale et c'était un peu le premier moment où je passais vraiment beaucoup de temps avec des Français parce que j'essayais de fuir aussi un peu ça au début, notamment pour l'espagnol, pour me pousser aussi à apprendre l'espagnol et à parler un peu plus anglais mais beaucoup espagnol. Et puis parce que c'était pas le but de mon voyage, enfin finalement je pars en Amérique du Sud, c'est pas pour aller rencontrer des Français ou des Anglais ou des Allemands, c'est vraiment pour le contact des locaux et pour m'intéresser à la culture et au paysage et à ce que peut me donner ce continent-là, et c'est pas pour aller voir des Français. Donc là ça me fait une petite pause un peu dans mon voyage, ça me fait du bien. Donc les boucles de Salta, c'est au nord-ouest de l'Argentine. Je redescends sur Mendoza, où là je me dis, en fait, Mendoza-Santiago, c'est au même niveau. Moi j'ai rendez-vous à Santiago avec mon pote début mai. Je me dis, je vais à Mendoza, j'ai plus qu'à traverser, c'est un bus de nuit, c'est rapide. Sauf que j'arrive à Mendoza, le passage de la frontière, en fait, c'est dans la cordillère des Andes, du coup, il faut monter en bus et redescendre de l'autre côté. Neige, fermé, et puis on m'explique que en fait, ça arrive de manière assez régulière, fréquente. Mais quand est-ce que ça réouvre? Quand est-ce que je peux prendre le bus? Faut revenir demain, vous verrez. Donc je repasse le lendemain. Non, c'est toujours fermé. En fait, mon pote, il arrive quand même dans 48 heures et lui, il vient que 2 semaines, quoi. Je peux pas trop le faire attendre. Et voilà, c'est pas le plus débrouillard non plus de mes potes, donc il faut arriver à l'aéroport, faut aller le chercher. Il faut trouver une solution, j'attends le dernier moment et au final, je me retrouve à payer un avion 350 balles pour faire 1 heure d'avion, juste passer de l'autre côté la cordillère des Andes et arriver au final à la même heure parce qu'il y a 1 heure de décalage horaire entre le Chili et l'Argentine. Donc, je pars à 20h, j'arrive à 20h, ça m'a coûté 350 € dans mon voyage. Quand on aime, on ne compte pas et c'est pour mon meilleur pote et je sais que derrière, il y a une aventure forte qui va démarrer. Ça fait partie des petites galères, je ne peux même pas ça des galères, c'est des expériences de voyage au final. J'ai pas connu de vraies galères dans mon voyage. J'ai toujours eu une bonne étoile au-dessus de ma tête et ça fait du bien aussi dans son voyage. Je pense que c'est pas que de la chance, c'est aussi la manière dont on se comporte et dont on est avec les gens. Et je pense que du coup, les galères peuvent se transformer vite en cauchemar ou vite en sortir au final en fonction de toi, ton état d'esprit et comment tu te comportes. Et si t'es vers l'autre, que t'essayes de te faire aider, accompagner, tu renvoies une bonne image, je pense qu'en général, tu t'en sors. Je passe une nuit, puis je retrouve mon meilleur pote, Alexandre. En fait, je suis content d'avoir vécu ça avec ma mère aussi en Patagonie. Et puis là, c'est mon meilleur pote, je sens qu'on va partager. Et puis content de lui faire découvrir aussi. On est début mai, ça fait déjà 4 mois que je voyage. Je sens que moi aussi, j'ai franchi un cap dans mon voyage parce que je suis plus à l'aise avec les gens. Je suis confiant aussi un peu plus avec mon espagnol. Ouais, je vais plus vers les gens et je suis aussi content qu'il voit la personne que je suis dans ce voyage-là et de le partager avec lui. Puis faire un peu guide local, même si je connais pas au final. Juste pas avec l'espagnol et puis la culture latine que je commence à appréhender de mieux en mieux, je suis un peu plus dans mon élément que lui. On démarre à Santiago, après je vais préparer un petit programme, on va à Valparaíso, qui est la ville qui est sur la côte chilienne, côté Pacifique. Très joli, très mignon, capitale du street art, on trouve un guide local qui nous fait un tour assez touristique, mais qui produit quelques mots aussi de français, donc ça aide Alex parce qu'il n'est pas forcément très à l'aise en espagnol et en anglais, donc voilà. Permet de comprendre un peu plus sur la culture locale. Une histoire quand même très forte en Amérique du Sud, entre les conquistadors espagnols, les différentes guerres entre le Chili, la Bolivie, le Chili, l'Argentine. De temps en temps, j'aimais bien prendre des free city tours. Dans certaines villes, ça permet aussi de comprendre, de prendre un peu de recul et de contextualiser un peu le pourquoi du comment.
On repasse par Santiago, on se fait une dernière bonne grosse soirée jusqu'à 5-6 heures, je crois, on avait l'avion à 8 heures du matin derrière, direction San Pedro de Atacama. On en parle encore de cette soirée, donc j'aime bien manger les petites nourritures de stand de rue. Et du coup, j'ai dit, tiens, en sortant de boîte, hop, on en prend. Je revois l'action. Il y a un gang de travestis qui arrive face à nous. Les mecs, ils font 2 mètres avec des épaules larges d'1 mètre, les petites robes, les talons aiguilles. Et là, qui empoigne la brochette d'Alex qui reste tout penaud comme ça en face et qui sait pas quoi dire. J'étais victime d'un vol à rage de brochettes de viande. Il y a 2 personnes qui sont passées à côté en marchant et qui m'ont arraché la brochette de viande, qui se sont mis à la bouffer tout en marchant. Je sais pas quoi répondre et je lui dis non mais laisse tomber, on va pas s'embrouiller pour une brochette. On arrive à l'hôtel, on finit par boire quelques bières encore à 5-6 heures. Et on rencontre un mec qui lui a eu moins de chance, c'est pas la brochette, c'est son téléphone qui se fait voler. Et parce que Santiago c'est une ville qui craint, et surtout à l'endroit où on était sortis, ça craint pas mal. Et lui il était carrément sur son ordi en train de prendre un billet retour pour rentrer chez lui parce que le mec s'est fait voler son téléphone. Enfin voilà, du coup on n'était pas dans le même mood. Et nous on prépare nos affaires, il est 6h du mat, on a notre avion dans 2 heures. On arrive à Calama bien fatigué, enfin à San Pedro de Atacama exactement. On est vraiment en pleine nature. On va découvrir le parc national de San Pedro de Atacama, la vallée de la Luna. Les geysers, c'est un coin qui est très riche en termes de volcans, de géothermie. Il y a une grosse activité terrestre et avec des décors très lunaires. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut imaginer quand on pense à Mars. Des vallées, des cratères, des cimes très accidentées. Ouais, c'est très dentelé. Et du coup, on peut se balader là-bas. C'est des excursions à la journée. C'est vraiment un coin assez exceptionnel. Enfin, c'est du Thibaut. On va pour se baigner. C'est un point d'eau qui est vraiment ultra salé où tu peux flotter juste en te posant dans l'eau. On nous dit qu'il faut pas mettre la tête sous l'eau. Thibaut, il arrive devant le point d'eau, il tape un gros plongeon, tête la première dans l'eau. San Pedro de Atacama, c'est là où il y a les observatoires, où il y a les plus grands scientifiques du monde pour tout ce qui est Voie lactée, étoiles. En fait, c'est un endroit où il y a 0 pollution lumineuse. On se rapproche aussi un petit peu de l'équateur. Enfin, en termes de visibilité, c'est incroyable. Et le soir, quand tout devient noir, il y a 0 lumière. C'est là où j'ai vu les plus belles constellations. La Voie lactée, on la voit vraiment hyper précisément. Enfin, c'est vraiment des nuages de lait dans le ciel. Enfin, c'était fou. C'était fou de le voir. Et le soir, on restait juste ébahis devant ce spectacle-là. Après, on rencontre des Français avec qui on avait réservé un tour avec un guide pour faire le sud Lipèze, de l'autre côté de la frontière Chili-Bolivie. Ça reste un peu le même type de décor, très lunaire, mais on fait ça en 4x4, tout est intégré dans le circuit et on finit par le Salar d'Uyuni. Donc là, c'est sur 4 jours, 3 nuits, où on dort à 3000, 3005 d'altitude, où on sky pas mal, avec Arnan, notre guide, et 3 Français. Donc un couple qui voyage pendant 1 an, qui fait le tour du monde, et leur meilleur pote qui les rejoint pour 2 semaines, donc comme moi avec Alex, donc on est un peu dans la même config de voyage. On s'entend super bien, il y a une vraie alchimie tout de suite qui se passe. Donc on fait 3 jours où on loue une voiture ensemble à Atacama, où on finit de faire un peu les randos, les geysers et tout ça. Et puis après, on rend la voiture et on retrouve Hernan à la frontière. On va passer 4 jours avec lui. Il est assez riche en émotions, avec des grandes discussions aussi avec les Français sur nos voyages, pourquoi on voyage, qu'est-ce que ça nous apporte. Le fait aussi de le partager avec quelqu'un un peu d'extérieur qui vient là que 2 semaines et qui sent ces émotions-là aussi et qui a un œil un peu différent. Ça lui va bien en fait ce genre de voyage parce qu'il communique avec tout le monde, que ce soit en espagnol, en anglais. Il a acheté des mots en portugais, puis il était vraiment dans son élément, rencontrer des gens, découvrir des choses. Moi je le sentais vraiment à sa place, c'était agréable de le voir comme ça. Il était heureux, moi j'étais content de vivre, même si c'était que 2 semaines, un petit peu de son voyage avec lui. Les paysages qui sont juste dingues, les randos. On dort dans des familles, chaque soir une famille différente qui nous accueille, donc qui nous fait à manger, où on partage les plats typiques boliviens. Donc c'est le début de la Bolivie. Et on finit par le Salar d'Uyuni. Et Salar d'Uyuni, incroyable. Pour moi, une des merveilles de mon voyage. On arrive en fin de journée, on fait un coucher de soleil sur le Salar avec les grandes étendues, les montagnes derrière, les grandes étendues salées. Il y a des perspectives de dingue. On boit le petit cocktail bolivien le soir là-bas et puis on fait le lever de soleil le lendemain sur l'île des cactus. C'est une petite île qui est au milieu de ce désert de sel. Île avec plein de cactus, enfin, vraiment on dirait un décor de cinéma, ça a été posé là, on dirait, ça a été dessiné. On grimpe là-haut pour arriver pour le lever du soleil. Le soleil se lever, les premiers rayons transpercer tout le Salar. On attend quelques heures que le soleil monte.
Moment assez riche, assez intense. Content de le partager avec mon meilleur pote. On est là, on se dit rien, on se regarde de temps en temps, on se sourit. On kiffe juste ce moment-là, tous les deux. Et voilà, lui, il est venu aussi pour vivre ce genre d'émotions. J'ai vu beaucoup de belles choses jusqu'à maintenant, mais le vivre avec lui aussi, c'est différent. C'était un peu un moment hors du temps où on contemplait, quoi. Le Salar d'Uyuni, on en attendait beaucoup et on n'a pas été déçus. C'est la fin de notre aventure tous les 5. À Uyuni, on finit par une dernière soirée, histoire de marquer le coup. On fait première expérience avec les discothèques boliviennes. Les Boliviens sont un peu plus timides. Mais par contre, une fois que tu as commencé à discuter et que tu rentres un peu, après, ils sont vraiment très très attachants, très mignons. Du coup, dans la boîte en bolivien, on se fait amis avec une tablée et puis ils nous apprennent à danser leur petite danse typique en boîte de nuit. Et on rigole bien toute la soirée. Voilà, dernier moment fort. Et après, je dis ciao Alex. Il rentre avec Bart, du coup, l'ami du couple français qui voyageait. On repart tous les deux, je pense, avec Alex, avec des grands souvenirs, des beaux souvenirs. Et content, très, très heureux qu'il ait pu passer un peu de temps avec moi et que j'ai pu partager un peu de mon voyage avec lui. Ainsi s'achève cet épisode. Dans le 3e et dernier, nous retrouvons Thibaut pour son ascension d'un 6000 mètres en Bolivie, guidé par une cholita, puis, pour finir, en immersion dans une tribu autochtone, les Warani, au beau milieu de la forêt amazonienne. C'était Voyage en soi, un podcast réalisé par Alexandre Desplat.